Le retour à la maison. Chapitre 7. Le lendemain matin, nous partîmes avant le jour. Il était sage, à cause de nos blessés, de traverser pendant qu'il faisait encore nuit la partie exposée de la route. Mademoiselle Malo était en bas pour notre départ, pâle dans sa robe blanche d'infirmière, mais active et calme. Nous avions emprunté la charrette d'infirmier. On avait pu y disposer un matelas pour nos soldats, et elle avait préparé des provisions et des remèdes pour la route. Elle semblait avoir pensé à tout. Pendant que je m'occupais des blessés, je suppose que Réchamp rentra dans l'antichambre avec sa fiancée pour lui dire adieu. En tout cas, quand il reparut avec elle un instant plus tard, il semblait plus calme et moins angoissé. En haut, il avait pris congé de ses parents et de sa sœur. Yvonne Malo était seule, debout devant la porte, pour nous voir partir. Peu de mots furent échangés entre nous pendant que nous regagnions les lignes. Les routes étaient mauvaises, il fallait marcher au petit pas. Nous avions tout le temps de nous livrer à nos méditations. Mon compagnon n'avait pas besoin de me dire à quoi il pensait, et mes pensées n'étaient pas loin des siennes. Bien que l'histoire de l'occupation de Réchamp par les Allemands nous eût été redite plus de 20 fois, les faits principaux ne variaient pas. Il y avait quelques différences dans les détails, mais tous, depuis l'aïeul au fin sourire jusqu'au marmiton ahuri, ils étaient d'accord pour reconnaître que c'était le courage et le sang-froid de mademoiselle Malo qui avaient sauvé le château et le village. L'officier commandant était arrivé la menace et l'injure à la bouche. Mademoiselle Malo avait su le calmer et le désarmer, avait tourné ses soupçons en ridicule, lui avait donné à dîner à lui et à ses camarades. Bien plus, elle était parvenue à retenir les officiers assez avant dans la nuit au salon, facilitant ainsi la fuite de M. de Réchamp et d'Alain, qui s'étaient faufilés hors de la cave où ils étaient cachés, avaient gagné le fond du jardin par un passage secret et s'étaient enfuis dans l'obscurité. Pendant ce temps-là, Simone était tranquillement avec sa mère et sa grand-mère. Et, une fois la première perquisition hâtive terminée, les officiers logés au château n'avaient jamais mis les pieds dans aucune pièce en dehors de l'aile qui leur était assignée. Le matin du 3e jour, en partant, Charlard avait remis à mademoiselle Malo une lettre priant tous les officiers qui pourraient venir après lui à Réchamp de traiter avec la plus grande considération la famille du comte, et d'éviter même, autant que possible, de loger au château, à cause du mauvais état de santé de la comtesse. Requête qui avait été scrupuleusement observée. Tels étaient les faits étonnants, mais indiscutables, qui occupaient l'esprit de Réchamp et le mien, chacun à son point de vue. Il parlait à peine, sauf pour faire quelque allusion à la santé des blessés ou à l'état de la route. Mais je devinais facilement la question qu'il ne cessait de se poser à lui-même, priant Dieu qu'il ne lui vînt pas à l'esprit de me la poser, à moi. Il était presque midi quand nous arrivâmes aux lignes. Il fallut donner un peu de repos aux blessés avant de se remettre en route. Quelques heures après, nous les déposions enfin à l'hôpital. De là, nous devions revenir tout droit à Paris. Mais, au moment du départ, nous fûmes appelés sur un autre point du front où, à la suite d'une heureuse attaque de nuit, beaucoup d'Allemands avaient été pris dans une tranchée que les Français avaient fait sauter. C'était à 40 kilomètres de là.
Grand détour, mais le nombre des blessés de part et d'autre était considérable, et on avait déjà appelé toutes les voitures d'ambulance disponibles. On en demandait d'autres encore. Nous n'avions donc qu'à partir, et nous partîmes. Nous trouvâmes un grand désordre dans les baraquements d'hôpital quand nous atteignîmes les deuxièmes lignes. On y empilait les blessés à mesure qu'ils arrivaient. On nous dit d'abord qu'aucun d'eux n'était en état d'être transporté ce soir-là. Donc, après avoir fait ce que nous pouvions, nous nous mîmes à la recherche d'un gîte quelconque dans le village. Bientôt, un ordonnance nous rejoignit avec un message du major. Il y avait un Allemand blessé au ventre dont le cas était grave, mais qu'on sauverait certainement si on pouvait le mener à l'hôpital avant minuit pour l'y opérer. Pouvions-nous l'y conduire immédiatement et revenir en chercher d'autres? À de pareilles demandes, il n'y a qu'une réponse. Quelques minutes après, nous étions revenus à l'hôpital. Le blessé fut apporté sur un brancard. À la lueur incertaine d'une lanterne, j'aperçus une figure livide, un uniforme presque en lambeaux. C'était un officier, et le malheureux semblait bien près de sa fin. Réchand était remonté sur son siège et ne semblait pas s'apercevoir de ce qui se passait derrière lui. Je compris que toute cette besogne lui répugnait et qu'il préférait ne pas voir la figure de l'homme que nous transportions. Aussi, à peine le blessé installé, sautai-je dans la voiture en criant à Réchand « En route !» Un infirmier accourut et remit un paquet dans ma main en me disant « Ces papiers !» Je glissai le paquet dans ma poche et nous partîmes. L'homme n'avait pas perdu connaissance, mais il était immobile et d'une faiblesse extrême. Une fois en route, grâce à ma lampe de poche, je pus voir qu'il était jeune, 30 ans environ, avec des cheveux noirs et un visage fin. Il avait une blessure au-dessus des yeux. Un bandage couvrait son front, mais le reste de la figure était découvert. Quand je dirigeai sur lui la lumière de ma lampe, il ouvrit les yeux et me regarda. Son regard était impénétrable. Pendant une demi-heure, je restai dans l'obscurité, sentant ce visage tout près de moi. C'était un visage odieux, non sans beauté, mais d'une beauté presque répulsive et d'un orgueil de mauvais aloi. On voyait que cet homme souffrait atrocement. Toutefois, pendant tout ce trajet dans la triste nuit, il ne fit pas entendre une plainte. Soudain, l'auto s'arrêta avec un choc violent qui lui arracha un grognement. Je le regardais avec ma lampe. Il était toujours immobile, les yeux et la bouche fermés. Je sautai hors de la voiture pour voir ce qui nous arrivait. Le moteur était arrêté faute d'essence, et nous étions embourbés dans une boue épaisse. Réchand parla d'une fuite dans son réservoir. À un moment, à la lueur de la lanterne, j'examinais sa figure. Il paraissait absorbé par sa machine, mais ne semblait pas autrement surpris. « Que peut-on faire ?» lui demandai-je. « Je crois que je puis faire la réparation, mais il nous faut de l'essence pour continuer. » Je le regardais avec désespoir. Il y avait une bonne heure de marche pour retourner aux lignes. Et une fois là, trouverions-nous seulement de l'essence? Mais il n'y avait pas à dire, puisque Réchand était boiteux, c'était à moi d'y aller. J'ouvris la porte de l'ambulance, regardai encore la forme immobile qui y gisait, puis dis à Réchand « Vous savez faire une piqûre, n'est-ce pas? Surveillez le blessé, et si vous le voyez faiblir encore, allez-y. Surtout ne faites rien s'il n'y a rien de nouveau. » Il fit signe que oui, et me dit à mi-voix « Croyez-vous qu'il meure ?»« Non, je ne crois pas. Je pense que, si nous pouvons l'amener à l'hôpital avant le matin, on le tirera de là. »« Ah, c'est bien. » Il décrocha une des lanternes de la voiture et me la tendit. En partant, je l'entendis me dire « Je ferai de mon mieux. »
Quel voyage et quel tracas que ce retour aux lignes à travers la forêt dans la nuit noire, et la recherche de quelqu'un pour rapporter de l'essence. Je pensais ne jamais revenir à la voiture avant l'aube. Il me semblait avoir erré pendant des heures, quand enfin j'aperçus la forme grise de l'auto dans l'obscurité. Réchand vint au-devant de nous. Il arrêta mon bras, que je tendais pour ouvrir la portière, et me dit « L'homme est mort ». Je levai vers lui ma lampe de poche, qu'il l'éclaira en plein. Son visage était parfaitement calme. Je ne l'avais pas vu si maître de lui-même depuis que nous avions quitté Réchand. « Comment, mort? Lui avez-vous fait une piqûre? Que s'est-il passé? » « Je n'ai pas eu le temps de rien faire. Il est mort en un instant. »« Comment le savez-vous? Étiez-vous avec lui? »« Naturellement, j'étais avec lui, » me dit-il assez rudement. Je me rendis compte alors que j'avais, moi aussi, parlé avec rudesse. Mais, quand j'avais quitté le blessé, je croyais être sûr qu'il ne pouvait pas mourir si subitement. J'ouvris la porte. J'entrai dans la voiture avec ma lanterne. L'homme semblait n'avoir pas bougé, mais il était mort, sans aucun doute, et même depuis 2 ou 3 heures. Pour en être sûr, je n'eus qu'à le toucher. Cela avait dû arriver quand je venais de le quitter. Enfin, je ne suis pas médecin. Réchand et moi n'échangeâmes pas un mot, que je sache, pendant le reste de cette course. Mais ce fut de ma faute et non de la sienne. Le simple frottement de sa manche contre la mienne me disait qu'il ne sentait aucune barrière morale entre nous. Cette nuit semblait lui avoir rendu son gros et normal bon sens, tandis qu'au contraire, elle avait bouleversé mes nerfs de fond en comble. Ce fut un soulagement pour moi que d'arriver à l'hôpital et d'y voir transporter notre lugubre fardeau. Réchand resta dans la cour près de la voiture, fumant sa cigarette au petit soleil du matin. Moi, je suivis le triste convoi jusque dans la salle blanchie à la chaux où le cadavre fut déposé et déshabillé. J'avais l'estomac serré tandis qu'on lui arrachait ses habits en lambeaux et qu'on défaisait son pansement. Je ne pouvais pas quitter le chirurgien des yeux. Mais lui, qui avait la responsabilité d'un grand nombre de blessés, pensait sans doute plus aux vivants qu'aux morts. Et puis, nous étions tout près du front, et le corps devant nous était celui d'un ennemi. Le major termina son examen et griffonna quelques lignes sur un calepin. « La mort a dû avoir lieu il y a environ 5 heures, dit-il seulement. C'est ce que je pensais moi-même. Et ces papiers, vous les avez sans doute. Par ici, je vous prie. » Nous laissâmes le mort à demi nu sur la toile cirée tachée de sang, et il me mena dans un bureau où un fonctionnaire était assis, derrière une table encombrée. « Les papiers ? Merci. Les avez-vous examinés ? Non ? Eh bien, voyons-les ensemble. » Je lui tendis le portefeuille de cuir que j'avais glissé dans ma poche la veille au soir, et remarquai pour la première fois qu'il avait des coins d'argent, et, sur l'un d'eux, une couronne. Le fonctionnaire sortit les papiers du portefeuille et les déposa sur la table entre nous. Je le regardais faire d'un œil distrait. Soudain, il poussa un cri. « Sapristi ! Quel beau coup de filet !» Ce disant, il me tendit un bout de papier sur lequel je lus « Oberst Graf Benno von Scharlach ». « C'est un fameux débarras !» dit le chirurgien derrière mon épaule. Je retournai dans la cour où je retrouvai Réchand qui continuait à fumer des cigarettes au soleil frisqué. Je n'avais pas été dans l'hôpital plus de 10 minutes et je me sentais plus vieux d'1 siècle. Mon ami m'accueillit avec un sourire. « Êtes-vous prêt pour le déjeuner ?» cria-t-il gaiement. Je sentis un petit frisson me glacer, mais je lui répondis « Certainement, allons-y. » Car, après tout,
Je savais qu'il n'y avait aucun papier sur cet homme quand je l'avais pris la veille au soir dans la voiture de l'ambulance. Je connais trop la minutie avec laquelle ce service est fait par les employés de l'administration française pour en douter. Et rien ne prouvait qu'il ne fût pas mort de ses blessures pendant cette panne déplorable dans la forêt, ni que Réchamp sût, en quittant les lignes, que son réservoir fuyait. « Je prendrais bien un café complet. »« Et vous ?» me dit Réchamp, en me regardant avec ses bons yeux bleus honnêtes. Et, bras dessus, bras dessous, nous partîmes à la recherche de l'auberge.